La nuit tomba sur Ladoga, lourde de neige et de silence. Même les chiens, cette nuit-là, n'aboyaient pas volontiers, comme s'ils voulaient eux aussi attendre l'aube sans attirer le malheur. Torala ne fut réveillée ni par un coup frappé à la porte, ni par un cri. C'est un grincement subtil, presque caressant, qui l'arracha à son sommeil. Elle resta immobile pendant quelques battements de cœur, écoutant la maison respirer dans l'obscurité. Lentement, Torala s'assit. Elle sentit le froid du sol sous ses pieds se nus, et avec lui la colère monta. Quelqu'un furetait, tout près, sans sa permission. Elle tâtonna sous le banc pour trouver le couteau à poisson. Elle jeta sur ses épaules une courte cape de laine, mais ne prit pas le temps de chercher ses chaussures. Cela aurait été trop long, et le grincement derrière le mur pouvait se répéter à tout instant. Elle ouvrit la porte aussi silencieusement que celui qui se glissait dans sa cour, et fit un pas dans la nuit. La neige dans la cour était lisse, intacte, ou presque. Là où le mur de la maison rejoignait la grange, on distinguait une fine bande de neige tassée, comme si quelqu'un s'était efforcé de marcher sur la terre déjà gelée, sans briser la croûte. Torala longea les sombres bâtiments, entendant sa propre respiration devenir plus forte que le vent. La grange se trouvait au bord de la cour, plus près de la rivière, et une odeur de résine, de grains et de toile de jute s'en dégageait toujours. Son père y entreposait toutes sortes de choses, des tonneaux, du sel, des pièces de tissu, du fer et un coffre que des yeux étrangers n'avaient jamais scruté. La porte de la grange était entr'ouverte, mais pas verrouillée. Torala entendit un bruissement à l'intérieur, ni brusque ni nerveux. L'homme se déplaçait avec assurance, comme s'il savait où tendre la main. Elle entra d'un coup pour le surprendre, et ne vit d'abord que de larges épaules, un dos courbé, et la trace claire sur le bois du coffre dont le couvercle était déjà soulevé. Elle ne posa aucune question. Elle fit un pas, comme le font celles qui ont l'habitude de débattre avec les hommes d'une manière qui les fait rougir. Bref, sans laisser de place à la réplique. La lame se plaqua sous la gorge de l'inconnu. Il se figea aussitôt, non par peur, mais par compréhension. Torala sentit son souffle sous ses doigts et vit sur son cou une vieille cicatrice. Pas une simple égratignure, mais la marque du temps que laissent généralement le fer et le service. Il leva lentement les mains, sans la toucher, et tourna la tête juste assez pour qu'elle puisse voir son visage dans une faible bande de lumière. Ce n'était ni un beau ni un laid visage, simplement celui d'un homme, fatigué. Ses yeux la fixaient droit, sans bravade. Aucun sourire ne tenta de se dessiner sur ses lèvres pour jouer la carte de l'humour et gagner une seconde. Il parla à voix basse, comme s'il craignait moins son couteau que d'être entendu de l'extérieur. Que toi, ces mots la frappèrent plus fort qu'un coup de poing. Torala sentit sa poitrine se serrer, puis immédiatement, la colère redevint un soutien. Elle ne retira pas le couteau, mais n'appuya pas non plus. Son esprit, entraîné au calcul et aux négociations commerciales, s'accrochait aux détails. Pourquoi ne tentait-il pas de se libérer? Pourquoi ne parlait-il pas d'or? Pourquoi mentionnait-il son père avant lui-même? Une diversion, pensa-t-elle. Kot sistiaita, dit-elle d'une voix égale. L'inconnu secoua légèrement la tête. Même ce mouvement était prudent, comme celui d'un homme qui connaît le prix d'un seul faux geste. Kot setans, répondit-il. Quatuit. Il le dit sans prière ni ordre, simplement comme un fait déjà accompli. Cela effraya encore plus Torala, car le plus terrifiant n'est pas la menace, mais la certitude d'un étranger qui ne cherche pas son profit, mais se hâte. Elle recula d'un pas, sans baisser son couteau, et sortit dans la cour. Le gel lui mordit aussitôt les pieds, mais elle ne sentit presque pas la douleur. Ses yeux s'habituèrent vite à l'obscurité, et la neige cessa d'être blanche. Elle devint grise, bleue, froide. Torala fit le tour de la cour, scrutant le sol, et là où elle n'avait vu qu'une croûte lisse, elle remarqua autre chose. Les traces
Les traces n'étaient pas seulement celles de bottes. La neige était écrasée en bandes, comme si on avait traîné quelque chose de lourd. Et à côté, des empreintes irrégulières témoignaient d'une grande hâte. Près du portail, une tache sombre brillait sur une fine couche de verglas. Pas une flaque, pas du sang, mais une goutte qui avait gelé dans le froid et paraissait bien trop étrangère sur la neige. Plus loin, près de la rivière, d'autres traces étaient visibles sur la glace, s'éloignant vers un bras d'eau. Torala se pencha et vit un morceau de tissu accroché à une saillie de glace. Elle reconnut ce tissu aussi clairement qu'on reconnaît la voix d'un proche dans la foule. Un drap de laine épais, au tissage grossier, mais coûteux, que son père portait par-dessus sa chemise lorsqu'il se rendait au quai. C'était comme si la nuit elle-même lui avait glissé cet objet dans la paume pour ne laisser aucun doute. L'air devint rare. Elle se redressa et inspira plusieurs fois, essayant de se forcer à penser, et non plus seulement à sentir. Une envie de courir chez les voisins, de frapper aux portes, de réveiller les gens, de crier des noms, monta en elle. Mais en même temps, vint une autre compréhension, plus lourde. Si son père n'avait pas disparu en silence, mais en laissant des traces de lutte, c'est qu'on ne l'avait pas emmené pour discuter. Mais par la force. Et si cet étranger dans la grange ne prenait ni sac ni tonneau, mais s'intéressait au coffre, c'est que le but n'était pas le profit. Toralla retourna dans la grange. Le couteau était toujours dans sa main, mais ce n'était plus une menace. C'était une frontière qu'elle maintenait entre elle et l'inconnu. L'homme n'avait pas bougé, comme s'il attendait précisément cela. Son regard, après avoir vu les traces. « Cotenian » demanda-t-elle. « Côté 10. » Il déglutit, et Toralla remarqua un tressaillement dans sa mâchoire. Il avait peur, mais il gardait cette peur en lui, comme on retient une douleur quand on ne peut pas se permettre de s'asseoir. « Vestan, dit-il. Vestaine le riveté, je suis charpentier de marine. Et ancien Drouginique, ajouta-t-il après une courte pause, comme s'il comprenait que cette partie pouvait effrayer. Elle plissa les yeux. À Ladoga, beaucoup étaient inconnus par leur surnom. Le riveté, celui qui travaillait le fer, qui rivait, réparait, renforçait. « Côté tasse, dit-elle, côté quatrance. » Vestaine jeta un regard au couvercle soulevé. Une lueur d'irritation lasse traversa ses yeux un instant. Non pas envers elle, mais envers la situation elle-même, où chaque mot doit être arraché comme une flamme dans le vent. « Nenetsungi, ton père me l'a demandé, dit-il. Bien avant cette nuit, nous avions un accord. Le genre d'accord que les hommes s'aiment, ajouta-t-il mais sans moquerie. Il regarda son couteau et poursuivit d'une voix plus égale. Kotemati, à ces mots, quelque chose en Toralla vacilla. Son père parlait rarement d'elle aux étrangers, non par honte, mais pour la protéger. Il savait trop bien à quelle vitesse les gens transforment la fille d'un autre dans sa faiblesse. Et pourtant, il avait prononcé son nom à un autre homme et lui avait confié un signe qui devait parvenir entre ses mains. « Kotoainai » répéta-t-elle. « Kotidinfe » Avec précaution, Vestaine sortit du coffre une planchette de bois avec 2 doigts. Elle était couverte d'entailles, régulières et de profondeurs variées. Et à côté, de petites appétits marques comme en faisaient ceux qui savaient compter aussi bien qu'un scribe. Toralla reconnut la main de son père. Elle connaissait son habitude. Lorsqu'il s'agissait d'une dette ou d'une taxe, il laissait toujours une marque, même s'il disait qu'il pita ce quot vince et à ça. Il disait cela à tout le monde, mais agissait à sa manière. Car la mémoire peut trahir, mais pas le bois. Elle tendit la main, mais ne la prit pas tout de suite. Elle voulait que Vestaine en dise plus, qu'il donne des noms, qu'il explique de quoi exactement son père avait tenté de la sauver. Mais Vestaine ne regardait ni la planchette ni le coffre. Il regardait la porte, la fente entre les planches d'où filtrait le gel, et il écoutait la nuit.
Il pourrait pas revenir, dit-il. Pour toi, ou pour ça. Torala prit enfin la planchette. Le bois était rugueux. Le froid s'était figé dans les entailles. Mais dans sa paume, elle tenait fermement, comme un objet qui détient la vérité. Elle la cacha sous sa cape, près de son corps, comme si elle pouvait réchauffer et protéger non pas le bois, mais le sens qu'il contenait. Tu es entré ici si silencieusement, dit-elle. Tu sais donc te déplacer sans bruit, mais tu ne ressembles pas à quelqu'un qui volerait un marchand pour un sac de sel. Vestaine eut un bref sourire sans joie. Si j'avais voulu voler, j'aurais pris ce qui est plus facile à emporter, dit-il. Pas ce pourquoi on peut se faire tuer, surtout avec un couteau à poisson. J'ai encore envie de vivre. Les mots sonnèrent simplement. Mais Torala sentit leur poids s'abattre sur elle. Elle revit les traces dans la cour et le morceau de drap. Son père n'était pas homme à se laisser emmener si facilement. Cela signifiait qu'ils étaient nombreux, ou bien préparés, ou qu'ils avaient été aidés par quelqu'un qui souriait chaque jour sur le quai et savait quel verrou grinçait. Torala fit un pas vers Vestaine, si près qu'elle revit la cicatrice sur son cou. Pas celle d'un couteau, ni d'un accident. Celle d'une vie où il avait fallu tenir bon. « Que te 27 ans ?» dit-elle doucement. « Que tu hâte. » Il soutint son regard. Il ne baissa pas les yeux, ne chercha pas d'excuses. « Si j'avais voulu te tromper, répondit-il, je ne serais pas venu à toi. Je serais parti me cacher. Mais ton père a dit que tu savais penser plus vite que les gens ne savent à te mentir. Je n'ai pas discuté. » Dans ces mots résonnait quelque chose que Torala n'attendait pas. Un respect, ni fin, ni mielleux. Son père parlait effectivement d'elle ainsi, mais l'entendre de la bouche d'un étranger était étrange, comme si quelqu'un lui avait touché l'épaule. Et avec cela, une nouvelle douleur monta en elle. Son père avait pensé à elle à l'avance, avait préparé une issue de secours, ce qui signifiait qu'il savait que la nuit pouvait venir le chercher. Mais pourquoi ne lui avait-il rien dit? Dehors, un craquement se fit de nouveau entendre. Pas dans la cour même, mais plus loin, du côté de la rue, où le vent jouait entre les maisons. Torala et Vestaine se figèrent en même temps. Il leva une main, arrêtant non pas elle, mais l'air lui-même, et tendit l'oreille. Quelques instants de silence, puis au loin, la glace craqua, et le silence revint. « On ne peut pas rester ici, » dit Vestaine. « Où aller ?» demanda Torala. « Vers le bras de la rivière, » dit-il. « On peut s'échapper par la glace sans laisser de traces directes. Et de là, on peut voir qui se promène avec des torches cette nuit. Je ne sais pas qui les mène. » Torala voulut dire qu'elle ne le croyait pas, qu'elle n'irait pas avec un étranger, qu'elle se débrouillerait seule. Ces mots étaient déjà sur ses lèvres, car la fierté est toujours la première à se manifester quand on a peur. Mais une autre pensée, claire et dure, traversa son esprit. Si son père était vivant, il était encore possible de le rattraper. S'il était cité morte, il ne lui restait que la vérité qu'il avait réussi à placer entre ses mains, et un ennemi qu'elle ne pouvait vaincre seule. Elle jeta un dernier regard au coffre, à la grange, au coin sombre où pendaient Kant et les filets de son père. Cet endroit sentait la vie familière, et cette odeur lui donnait envie de pleurer. Mais ce n'était pas le moment. Torala s'approcha de la porte et s'arrêta sur le seuil, comme pour tester une dernière fois la frontière entre sa maison et ce qui allait commencer. Elle sortit la première dans la nuit. Vestaine la suivit, sans essayer de la précéder, ni de lui prendre la main. Mais sa présence devint immédiatement tangible, comme une ombre à son épaule, ni intrusive, ni lourde, juste là, comme si c'était ainsi que les choses devaient être. Ils quittèrent la cour rapidement, presque sans respirer. Ladoga s'étendait le long du Volkhov, et en hiver, la rivière ressemblait à une route qui se souvient de chaque pas, mais ne promet à personne de l'amener vivant à destination. La nuit tenait la ville fermement, comme une main qui serre une gorge.
Et même les lieux familiers paraissaient étrangers. Torala marchait en tête, le couteau sous sa cape et la planchette près de son cœur, comme si le bois pouvait retenir ce que le gel commençait déjà à déchirer. Vesten se tenait à ses côtés, ni collé à elle, ni en retrait, mais de manière à pouvoir intercepter le danger à tout moment sans heurter sa fierté. Il ne posait pas de questions inutiles, se contentant parfois d'indiquer d'un geste bref où il valait mieux poser le pied. Là, la neige était plus dense, là la croûte de glace plus lisse, là le sol ne craquait pas. Au bord de la rivière, le vent se renforça. La glace n'était pas lisse, mais vivante, parcourue de fines fissures et de vieilles coulées, où l'eau était autrefois remontée à la surface avant de geler. Torala avança d'un pas plus assuré, comme qu'elle l'avait toujours fait lorsque les hommes commençaient à lui dire qu'elle n'y arriverait pas, et presque aussitôt. Son pied glissa sur une plaque de veuglas. Le monde vacilla, et à cet instant, elle n'eut qu'une pensée. Pas maintenant. Vesten la rattrapa par la taille, Liardia. Pas brusquement, ni avec autorité, mais avec précaution, comme on rattrape une coupe sur le point de se briser. Sa paume était chaude à travers le tissu, et ce contact fit naître en elle deux choses à la fois, de la colère et un étrange soulagement non sollicité. Elle se redressa et s'écarta vivement. « Ne me touche pas, dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Il acquiesça calmement, comme si elle venait de dire quelque chose de raisonnable. « Que t'en répondit-il doucement, et dans cette phrase, il n'y avait ni moquerie ni triomphe. Torala continua d'avancer un peu plus lentement. Son entêtement n'avait pas disparu, mais il était différent maintenant. Non plus aveugle, mais concentré. Elle se surprit à penser qu'il était plus facile de tenir le rythme à ses côtés. C'est ce qui la mettait le plus en colère. Le vieux bras de la rivière était un endroit où la glace se comportait toujours de manière particulière. Le courant y frémissait même sous le gel, et les gens évitaient donc ce passage, surtout la nuit. Mais c'était précisément là qu'on pouvait passer, sans se faire remarquer par ceux qui cherchaient un chemin direct. Vestin s'arrêta près d'un buisson bas couvert de neige, et leva la main, avertissant par son silence. « Regarde, murmura-t-il. Au loin, derrière une bande de champs blancs, des lumières vacillaient, des torches. Elles ne se déplaçaient pas comme des voyageurs égarés, mais comme des gens qui savent où ils vont et pourquoi. On entendait des voix, sourdes, assurées, et le grincement de patins, comme si l'on traînait un poids sur la glace. Torala sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine, et le couteau sous sa cape sembla devenir plus lourd. Elle voulut s'élancer, comme on se précipite vers les siens quand on les emmène. Elle voulut se laisser aller à un cri, à un coup, à n'importe quel acte qui lui rendrait son père, ne serait-ce qu'un instant. Elle fit un pas, puis un deuxième, et Vestein ne la saisit pas par le bras, ne l'arrêta pas par la force. Il se plaça simplement de manière à ce qu'elle doive croiser son regard. « Ah, ce n'est pas encore le combat, » dit-il très simplement, comme s'il s'agissait de travail. Pour l'instant, la tâche principale est de mémoriser les visages. Qui ils sont jusqu'au dernier. Ensuite, nous reviendrons les chercher. Torala regarda les lumières et comprit qu'il ne parlait pas par lâcheté, mais par intelligence. Dans sa voix, il n'y avait pas la suffisance masculine habituelle qui masque parfois la peur. Il parlait comme ceux qui ont déjà vu trop de sang inutile et connaissent le prix de l'héroïsme vain. C'était à la fois irritant et rassurant. Ils se déplacèrent le long du bras de la rivière, se cachant derrière les buissons et les congères basses. La neige était plus meuble ici, et chaque pas exigeait de la prudence. Torala respirait par petites bouffées, pour ne pas se trahir par la vapeur. Vestan marchait légèrement en retrait, s'adaptant à son rythme, comme pour lui laisser le droit de mener. Parfois,
Il lui touchait le coude du bout des doigts, juste pour l'orienter, et retirait aussitôt sa main, comme s'il craignait de faire un geste de trop. Les torches se rapprochèrent, et l'on pouvait maintenant distinguer les hommes. Plusieurs gaillards au bonnet chaud, des sangles en travers de l'épaule, des couteaux à la ceinture. Un traîneau glissait avec assurance sur la glace, comme s'il avait fait ce trajet plus d'une fois. Et à côté, légèrement en avant, marchait un homme que Torala reconnut même à sa démarche. Ratibor, Quatzeros, celui qui sur le quai souriait à tout le monde de la même manière et parlait avec une telle aisance qu'après ces paroles, les gens avaient toujours envie d'être d'accord. Il marchait sans se presser, comme si ce n'était pas la nuit, mais une affaire courante qu'il avait réglée depuis longtemps. Sa voix parvenait par bribes, et dans chaque mot, on entendait l'habitude de commander sans élever le ton. Torala sentit un froid l'envahir. C'était donc vrai. Pas un voleur, pas un hasard. C'était un homme de la ville, un homme connu, écouté. Le traîneau grinça en se rapprochant, et c'est alors qu'elle vit son père. Il était couché sur le côté, ligoté, pas au point de lui déchirer la peau, mais assez pour l'empêcher de bouger. Son visage était gris de froid, ses cheveux emmêlés sous son bonnet, et pourtant, il conservait ce qu'elle connaissait depuis l'enfance, la dignité obstinée du marchand qui ne baisse pas la tête. Ses yeux étaient ouverts. Il ne regardait ni le ciel ni la neige, mais vers l'endroit où l'obscurité la dissimulait. Torala ne savait pas comment il l'avait remarqué. Peut-être ne la voyait-il pas du tout, mais regardait-il simplement là où il avait l'habitude de voir sa maison. Mais il lui sembla que ce regard l'avait transpercée comme une flèche, et que le monde autour d'elle était devenu plus mince. Elle fit un pas en avant, oubliant le bras de la rivière et les torches. Son cœur battait si fort qu'elle crut que tout le monde l'entendrait. Vestan lui murmura à l'oreille. « Pas maintenant. S'il te voit, tu n'auras le temps de rien faire. » Elle ne répondit pas. Elle voulait envoyer au diable la raison, la prudence, toute. Elle serra son couteau si fort que ses jointures blanchirent, et soudain, elle comprit. Si elle se jetait sur eux maintenant, elle ne sauverait pas son père. Elle offrirait à Ratibor une autre proie. Et alors, tout ce que son père avait réussi à faire ne vaudrait plus rien, mais son corps ne lui obéissait pas. Elle s'élança, comme le fait une personne qui n'a plus nulle part où reculer. La neige crissa sous ses pieds. La glace répondit par un gémissement sourd. Un des hommes près du traîneau se retourna, et à la lueur d'une torche, Torala vit son visage. Des pommettes larges, une barbe courte, des yeux méfiants, comme ceux d'une bête. Elle le mémorisa sur le champ. Ratibor se retourna également, il plissa les yeux. Torala eut le temps de faire un autre pas, et c'est alors que Vestein la rattrapa. Il ne la saisit pas brutalement, ne la traîna pas comme un sac. Il l'attrapa par l'épaule et la fit pivoter de manière à ce qu'elle puisse encore voir son père, mais qu'elle soit dans l'obscurité de la nuit et non plus dans la lumière. Son père la vit. Ses yeux brillèrent un peu. Il releva légèrement la tête, autant que les cordes le lui permettaient. Ses lèvres bougèrent. Sa voix était faible, mais dans le silence de la nuit, elle résonna clairement, comme s'il ne parlait pas pour la première fois et avait préparé ses mots depuis longtemps. « Cotterdens », dit-il, et son nom sonna comme le foyer que l'on retrouve. Ne cède pas le quai. Ratibor fait du commerce illicite depuis longtemps, sans passer par le sceau. Ne crois pas à son sourire. Il inspira et son souffle se brisa en un râle. Un des hommes tira sur la corde pour le faire taire. Ratibor leva la main pour l'arrêter. Il s'approcha de son père et se mit à regarder autour de lui. Torhala ne se souvint pas comment un son lui échappa. Un son faible. Elle voulut se précipiter vers lui, et Vesten la retint de force et la tira en arrière. Le traîneau s'ébranla. Le grincement des patins s'éloigna, et les torches les suivirent, emportant la lumière et les hommes,
emportant son père. Torala regarda jusqu'à ce que les lumières ne soient plus que des points, puis que les points se dissolvent dans l'obscurité. Sa poitrine se serra comme si le gel s'était infiltré en elle. Elle ne savait pas si son père était encore en vie lorsque le traîneau disparut, ou s'il était déjà mort à cet instant. Elle savait seulement que quelque chose en elle s'était brisé et aussitôt durci, comme l'eau dans le vent. Vestin la lâcha quand il comprit qu'elle ne se lancerait pas à leur poursuite. Il se tenait à côté d'elle, respirant lourdement, et ne lui offrit aucune consolation, car il n'y avait rien pour la consoler. Il était simplement là, comme il l'avait promis, et cette présence faisait trembler les mains de Torala encore plus fort. « Il faut partir, » dit-il enfin. « Il pourrait te faire une ronde. Ce genre de personne aime vérifier pas qu'il ne reste pas de témoins. » Torala acquiesça. Elle ne lui faisait pas entièrement confiance, mais sur ce point, elle le croyait. Il voyait le danger et ne prétendait pas qu'il n'existait pas. Ils repartirent sur la glace, et Torala ne contesta plus ses gestes. Lorsqu'elle rencontra de nouveau une plaque glissante, elle ralentit d'elle-même. Vestan ne la toucha pas, mais il marchait si près qu'elle sentait sa chaleur, comme si elle traversait le gel. Vers l'aube, le ciel s'éclaircit, et ce fut le plus amer. Le jour arrivait comme si rien ne s'était passé. Des lumières s'allumèrent dans les maisons, les gens sortaient pour leurs affaires. Certains maudissaient le froid, d'autres riaient comme rient ceux qui n'ont pas encore entendu le malheur. Mais l'Adoga commençait déjà à gronder. La nouvelle se propageait plus vite que le feu. Le marchand a été tué. Le marchand a été emmené. Le marchand est mort. Et presque aussitôt, comme si le nom avait été préparé à l'avance, un autre apparut dans ce bourdonnement. C'est la faute d'un étranger. Ratibor apparut sur le quai vers midi, lorsque la foule s'était déjà rassemblée d'elle-même. Il s'avança vers les gens comme s'il leur apportait l'ordre. Il parlait doucement, d'une voix familière, comme toujours, et souriait de manière à ce que chacun se sente vu, compris. « Un crime a été commis cette nuit, » dit-il, et sa voix était juste assez triste pour être crédible. Un bon marchand est mort, et le meurtrier n'est pas des nôtres, un étranger. Le charpentier de marine, Vestan le riveté. On l'a vu près de sa cour, on l'a vu à proximité. Apparemment, le marchand ne l'a pas assez payé, et ce garçon a voulu en profiter. Il erre dans la ville sans famille, sans racines, et pense que tout lui est permis. Les gens trouvaient cela commode à entendre. Il est plus commode de haïr un seul homme que d'admettre que le malheur peut venir de l'intérieur, de sourires familiers et d'ordres habituels. Il est plus simple de haïr un étranger, car on ne l'aime pas au départ. Torala se tenait à l'écart, sous sa capuche, et entendait l'air changer autour d'elle. Elle était terrifiée. Sous ses yeux, cet homme répandait des rumeurs infâmes. Quelqu'un chuchotait son nom. Quelqu'un disait que la fille du marchand était maintenant seule et avait besoin de protection. Quelqu'un calculait déjà qui reprendrait son commerce. Seule, elle ne s'en sortirait pas. Pendant ce temps, Vesten se cachait là où elle lui avait dit. Elle lui avait laissé un peu de pain et lui avait ordonné de ne pas se montrer tant qu'elle n'aurait pas tiré les choses au clair. Il n'avait pas discuté, se contentant de la regarder comme s'il voulait en dire plus, mais s'était retenu. Ratibor la trouva lui-même. Ses yeux semblaient déjà lui avoir transpercé le cœur. Il s'approcha lentement. Sa voix se fit douce et plus basse. « Coton set, dit-il doucement. Cote tu Torala garda le silence. Elle regardait ses mains, propres, soignées pour un homme du quai. Pas les mains de celui qui porte des sacs, mais celles de celui qui compte les sacs des autres. Cote Carnemis, poursuivit vite Ratibor. Cote 50. Elle leva les yeux vers lui. Cote 51, demanda-t-elle d'une voix égale. Ratibor écarta les bras, comme s'il s'agissait de la chose la plus simple, d'une bonne action.
Code 52, dit-il. Code 53. Les mots étaient assez lisses, et dans chacun d'eux, on entendait le son des chaînes et du mensonge. Un mensonge effronté. Torala sentit la colère monter de nouveau en elle. Mais cette fois, elle n'était pas brûlante. Elle était devenue froide et claire. Elle vit soudain tout d'un coup. Comment Ratibor dirait aux gens qu'il a sauvé la fille du marchand? Comment il prendrait le quai? Parce que c'est das nécessaire. Comment ensuite, en souriant, il déciderait qui payait et qui emmenait la nuit. Et à côté de cela, elle vit autre chose. Vestane, assis dans le froid, qui l'attendait. Le trahirait-elle ou deviendrait-elle sa seule chance? Ratibor fit un pas de plus, trop près, comme pour tester à quel point il était facile de la coincer avec des mots. « Que ton 55 » dit-il plus bas. « Côte 56 kir ». Torala ne recula pas. Elle sourit. Mais son sourire fut bref et froid. « Côte 57 oish » prononça-t-il d'un ton presque affectueux. « Ton destin est déjà assez lourd. » Il s'en alla, laissant derrière lui une odeur de froid et d'ordre étranger. Quelque part dans la ville, on cherchait déjà Vestine. Et maintenant, la question n'était plus de savoir si elle lui faisait entièrement confiance. La question était de savoir si elle était prête à faire ce que l'on n'attendait pas d'elle. Cacher un étranger désigné comme meurtrier et s'opposer à un homme qui souriait à toute la ville. Le soir venu, la ville sembla serrer les dents. Après le tumulte de l'après-midi, le calme était revenu. Mais c'était un silence malsain, méfiant. Les gens n'avaient pas cessé de parler. Ils parlaient simplement à voix basse, dans le dos des autres et derrière les volets des âtres. Torala arpentait sa maison comme un pont étroit au-dessus de l'eau, et elle écoutait non pas les mots, mais les pauses entre eux. Dans ces pauses vivait déjà la peur, et la peur accepte plus volontiers les suggestions des autres. Elle attendit que la rue s'assombrisse et que les fenêtres des voisins s'illuminent. Alors elle choisit une cape de fourrure plus simple, du genre de celle que l'on porte pour aller chercher de l'eau sans attirer l'attention, cacha la planchette sous sa chemise, près de sa peau, et sortit dans la cour. Le gel la frappa au visage, comme pour la dissuader. Mais Torala n'avait pas l'habitude de reculer devant le froid. Au portail, elle s'arrêta un instant et regarda le long de la rue. Au carrefour, deux silhouettes se dessinaient, comme si elles attendaient simplement, mais elles restaient bien trop immobiles, et depuis bien trop longtemps. Même dans le silence, Ratibor avait des yeux. Elle ne prit pas la route principale, mais passa par les cours, derrière les hangars, longeant les portillons où la neige était inégale et sentait le bois de chauffage. Plusieurs fois, elle dut s'immobiliser, se plaquer contre un mur et écouter des pas étrangers. La ville vivait sa vie ordinaire, mais dans chaque bruit de botte, on n'entendait qu'aujourd'hui. Une botte pouvait tourner non pas là où elle le devait, mais là où on l'envoyait. Et pourtant, Torala avançait. Elle savait que si elle avait peur maintenant, la suite ne serait que pire. L'endroit où se cachait Vestine était à l'écart des regards. La porte était basse, les planches sèches et pleines de fentes. Et un souffle glacial en émanait, comme si la nuit ne s'était pas retirée, mais s'était simplement caché à l'intérieur. Il était assis sur du foin, le dos appuyé contre le mur, et dans la pénombre, son visage paraissait plus vieux. Pas à cause des années, mais parce qu'en un seul jour, on avait fait de lui un étranger pour toute une ville. Il leva les yeux, et son regard ne posait pas la question que l'on formule habituellement avec des mots. Il n'y avait qu'une attente. Quelle était sa décision? « Tu pars », dit Torala, « maintenant, avant qu'il ne s'y mette sérieusement. »« Où » demanda-t-il doucement. « Chez Son, » répondit-elle. Elle soigne les gens d'une manière qui les fait ensuite se taire, et elle n'aime pas Ratibor. Vestine acquiesça.
Il ne la remercia pas et ne l'assura pas que tout irait bien. Il se leva simplement, redressa les épaules, comme un homme qui s'apprête à de nouveau marcher sur la glace et n'a pas le droit de tomber. Ils se déplacèrent avec précaution, s'efforçant de rester dans les zones sombres où la lumière des fenêtres ne révélait pas les visages. Toralla marchait en tête, choisissant les sentiers entre les congères, tandis que Vestaine se tenait à ses côtés, à portée de souffle. Plusieurs fois, elle y entendit ses pas derrière elle et se surprit à se sentir plus calme grâce à ce son. Non pas parce qu'il était le plus fort du monde, mais parce qu'il marchait sans s'éloigner, alors qu'il lui aurait été plus simple de disparaître. La maison de Sonne se trouvait à la lisière de la ville, là où les rues se rétrécissent et où le vent est plus libre. Non loin, la rivière s'assombrissait, et dans le froid, son souffle semblait plus proche que les voix humaines. Ladoga était bâtie sur le Volkhov, et même dans le silence de l'hiver, la rivière restait une partie de la ville, comme un souvenir auquel on ne peut échapper. La maison de Saunay n'avait ni beau volet, ni porte riche. Mais une fumée régulière s'échappait de la cheminée, et les alentours sentaient non seulement le bois, mais aussi les herbes, celles qui laissent un goût amer dans la bouche, avant même qu'on les ait goûtées. Toralla frappa, pas fort, mais avec assurance. La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme si l'on attendait non pas un invité, mais le malheur. Sur le seuil se tenait une femme enveloppée dans un châle sombre, le visage calme et attentif. Sun avait les yeux de quelqu'un qui sait regarder non pas les vêtements, mais les mains et les traces de fatigue aux commissures des lèvres. « Toralla !» dit Saun sans surprise. « C'est donc arrivé jusqu'à votre cour. » Toralla serra les poings pour ne pas trahir son tremblement. « J'ai besoin d'aide, » répondit-elle, et de silence. Saun tourna son regard vers Vesten. Un instant, son visage se fit plus sévère. « Tu es celui dont tout le monde parle maintenant, » dit-elle, « ou celui sur qui il est commode de parler. » Vesten ne détourna pas les yeux. « Je suis celui que l'on nomme, » dit-il, « mais pas celui qui a agi. » Saun s'écarta pour les laisser rentrer. Côte 73. À l'intérieur, il faisait chaud. Pas la chaleur festive d'une maison riche, mais une chaleur de travail, régulière, comme une paume sur un endroit douloureux. Le long du mur pendaient des bouquettes d'herbes. Sur une étagère se trouvaient des pots en argile, et près de l'âtre crépitaient des bûches. Pour la première fois de la journée, Toralla sentit l'envie de s'asseoir et de fermer les yeux, ne serait-ce qu'un instant. Mais elle ne se le permit pas. Sun retira la capée de Vestaine, comme on retire à un homme non pas un vêtement, mais une fierté superflue qui empêche de voir la vérité. Elle ne le touchait pas sans nécessité, mais chacun de ses mouvements était assuré. Ses doigts s'effleurèrent dans ses poignets, vérifiant le froid et le tremblement, puis s'attardèrent sur son épaule, où une contusion récente était visible sous le tissu. « Côte 73, » dit Saun sans reproche. « Côte 64, côte 66, » répondit Vestaine. Saun acquiesça, comme si elle avait entendu non pas une excuse, mais la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Puis elle regarda Toralla. « Parle, » dit-elle, mais sans fioriture. Les fioritures ne referment pas les blessures. Toralla raconta brièvement. Toralla raconta. Pas tout, pas jusqu'à sa dernière pensée, mais seulement l'essentiel. Que son père avait été emmené, que Ratibor était là, que la culpabilité avait été rejetée sur Vesten, et qu'il y avait une planchette sur laquelle son père avait laissé les traces de dette et de l'insolence d'autrui. Pendant que Toralla parlait, Saon ne l'interrompit pas. Elle baissait parfois les yeux comme si elle se souvenait de quelque chose de personnel, d'ancien, de désagréable. Quand Toralla eut fini, Saon posa la main sur le bord de la table et la laissa là, comme pour se retenir de dire un mot de trop. « Koto Tomour » dit-elle enfin. « Koto 79. »
Torala sentit une boule sèche se former dans sa gorge. « Kotikan » demanda-t-elle. « Kotikanitia » répondit Saoun. « Kotidona ». Saoun s'approcha de la porte, vérifia le verrou, puis tira plus fermement le tissu sur la petite fenêtre. « Maintenant, écoutez-moi bien tous les deux, dit-elle. Vous passerez la nuit ici. Demain matin, vous déciderez où aller. Mais si quelqu'un frappe et demande après un étranger, je ne me laisserai pas briser par la peur. Je dirai exactement ce que ma conscience me dictera. Et ma conscience ne parle plus à Ratibor depuis longtemps. » Elle mit une marmite sur le feu, y jeta des herbes et des racines. Une odeur épaisse et âcre s'éleva. Vesten s'assit plus près de l'âtre, mais pas trop près de Torala. Il semblait maintenir une ligne invisible entre eux pour qu'elle décide elle-même s'il y avait une place pour lui dans cette chaleur. Torala retira sa cape, mais pas sa tension. Elle se tenait près du mur et regardait les flammes, mais devant ses yeux, les torches, le traîneau, le regard de son père continuait de flamboyer. Et à un moment donné, elle comprit que si elle restait seule, ne serait que quelques instants, elle sombrerait dans le vide et ne pourrait plus se ressaisir. Elle ne voulait pas offrir cette victoire à Ratibor. Elle devait donc s'accrocher à quelque chose de vivant. Saoun posa silencieusement sur la table du pain et un bol de bouillie chaude, puis se retira dans la pièce voisine, les laissant près du feu. C'était fait si simplement, comme si elle ne leur offrait pas l'intimité, mais faisait simplement son travail, en guérisseuse qui sait que parfois, une personne a besoin non pas d'un mot, mais de la possibilité de le dire elle-même. Vesten prit un morceau de pain, mais il mangeait lentement, comme s'il ne pouvait se permettre la gourmandise, même affamé. Ses mains tremblaient. Pas seulement à cause du froid qui n'avait pas encore quitté ses os, mais aussi à cause d'une fatigue difficile à chasser avec la seule chaleur. Torala regarda ses mains et remarqua soudain comment il s'efforçait de se tenir un peu à l'écart, comme s'il avait peur de l'effrayer par sa présence, comme s'il pensait que son nom seul était une souillure qu'il apportait dans la maison d'autrui. Elle s'approcha de la marmite, versa la décoction dans une tasse, la tint entre ses paumes pour ne pas se brûler, et la posa devant lui. Sa voix était rauque, mais elle la força à paraître égale. « Ne pense pas que j'ai pitié de toi, » dit Torala. Vesten leva les yeux vers elle. Il n'y avait ni offense ni désir de discuter dans son regard. Seulement une compréhension lasse qu'elle se défendait comme elle le pouvait. « Je ne veux pas de pitié, » répondit-il doucement. « Je veux que tu me croies, au moins pour une nuit. » Ces mots se posèrent entre eux comme une branche sèche jetée dans le feu. Elle ne s'enflamma pas vivement, mais elle dégagea cette chaleur que l'on sent sur la peau. Torala ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit en face de lui, plus près qu'elle ne l'avait prévu, et posa ses mains sur ses genoux pour qu'il ne voie pas ses doigts se trembler. « Tu es un étranger ?» dit-elle après une pause. « Demain, on pourrait te livrer pour une récompense, ou juste comme ça, pour ne pas se faire remarquer. Et pourtant, tu étais venu à moi cette nuit, au lieu de t'enfuir. » Vesten haussa légèrement les épaules, comme s'il s'agissait d'un choix simple. « Kotenas » prononça-t-il. « Kotentortias » Torala déglutit. Le nom de son père dans ses murs résonnait avec une douleur particulière, car il y faisait chaud, et dans la chaleur, il est plus facile de sentir la perte. Elle leva les yeux et remarqua que Vesten ne la regardait pas comme beaucoup d'hommes paix de la ville, ni en l'évaluant, ni en exigeant, ni en promettant. Il la regardait attentivement, comme s'il craignait de manquer son mouvement, son choix, sa faiblesse qu'elle ne voulait pas montrer. Son revint, portant un chiffon et une pommade. Elle s'assit à côté de Vestan et lui fit un signe bref en direction de son épaule. « Enlève, » dit-elle. Vestin retira docilement sa chemise supérieure. Une ecchymose sombre marquait son épaule, et la peau de ses mains était gercée et craquelée.
comme celle d'un homme qui avait plus souvent tenu du bois et du fer que des tissus lisses. Son appliqua la pommade sur la contusion, la pansa soigneusement, sans attouchement superflu, mais d'une manière qui montrait qu'elle n'avait pas peur de lui, ce qui était également rare. Pendant que Saôn travaillait, Torhala sortit la planchette avec les entailles. Elle la posa sur la table et passa un doigt sur les marques de la main de son père. Elle avait envie de pleurer, mais les larmes ne venaient pas. À la place des larmes venaient des pensées, brutes et claires, comme un coup de hache. Saôn jeta un coup d'œil à la planchette et siffla doucement, mais sans surprise. « Que t'en dit-elle. « Que tiens-moi. » Torhala leva les yeux. « Que tiens en silence » demanda-t-elle. Saôn secoua lentement la tête. « Que t'es sûr » répondit-elle. « Que t'en bon. » Westen examina attentivement les entailles. « Que t'es sûr » dit-il. « Que t'es ninem koto sonde » dit Saôn en regardant Torhala. « Kot son » Torhala serra la planchette et la cacha de nouveau sous sa chemise. « Côte 102 » dit-elle. Mais sa voix était plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. Saôn se leva et commença à débarrasser la table, comme si elle le faisait tous les soirs, et qu'il n'y avait aucun malheur. Mais il y avait une tension dans ses mouvements, comme dans une eau calme, sous laquelle court d'un courant. « Côte 104 » dit-elle. « Côte 105 » Westen regarda Torhala. « Côte 106 » dit-il. « Côte 170 » Les mots sonnèrent calmement. Mais Torhala vit sur son visage qu'il ne disait pas cela parce qu'il lui était facile de partir. Il le disait parce qu'il ne voulait pas être pour elle une ancre qui l'entraîne au fond. Et cette pensée fit naître en elle une colère. Mais cette fois, ni contre lui ni contre elle-même, mais contre toute la ville qui avait si vite choisi une haine commode. « Côte-Saint-Rouit » répondit-elle. « Côte-Sainte-Neuf » Elle s'arrêta, comme si les mots eux-mêmes refusaient de sortir. Puis elle dit plus bas, « Et je ne veux pas que tu partes cette nuit. » Westen ne sourit pas. Il acquiesça simplement, comme un homme qui a entendu un ordre, mais a compris que ce n'en était pas un. Il tendit la main, lentement, sans la presser. Sa paume s'arrêta en l'air, attendant la permission. Torhala regarda ses doigts, ses cicatrices, les traces du travail et du temps, et comprit soudain que sa fierté ne devait pas se transformer en solitude. Elle posa sa paume sur la sienne. Pas longtemps, mais cela suffit pour que la chaleur devienne réelle. Son se tourna vers le foyer, comme si elle n'avait rien remarqué. Elle dit seulement d'une voix sourde sur le côté, « Côte sans. » La flamme crépitait. La décoction dégageait une amertume. Et derrière le mur, le vent passait. Torhala était assise, regardant le feu, et sentait la fatigue l'attirer vers le bas. Mais à l'intérieur, un fil mince et vivant tenait bon. Pas celui qui lie par le devoir ou la peur. Celui qui apparaît quand, à côté de soi, est assis un homme qui aurait pu se sauver, mais qui, pour une raison quelconque, choisit de rester. Et c'est à cet instant précis, alors que la chaleur avait presque réussi à la tromper, que des coups retentirent à l'extérieur. Pas forts, pas désespérés. 3 coups mesurés, comme si l'on frappait non pas à une porte, mais au destin. Et derrière la porte, une voix prononça d'un ton égal, d'une politesse habituelle. « Saôn, ouvre. Il faut qu'on parle. » D'un homme que l'on cherche. Les coups se répétèrent, un peu plus insistants, mais toujours polis. Comme si derrière la porte se tenait un homme habitué à entrer dans les maisons des autres par les mots, et non par la force. Saôn ne tressaillit pas. Elle regarda seulement Torhala comme on regarde une blessure avant d'y appliquer un linge propre, et fit un bref signe de tête en direction du foyer. Westen comprit sans explication. Il se leva silencieusement, comme si la fatigue l'avait quitté, et se dirigea vers le coin sombre près de l'âtre,
où les lattes du plancher semblaient un peu plus sombres avec le temps. Son déplaça un banc, souleva le bord d'une planche et sous le sol, un espace étroit apparut, d'où s'échappait un air froid. Vesten s'y glissa sans mouvement superflu, retint son souffle, et Thorala se surprit à se tenir trop près et à regarder son visage dans la fente entre les planches, comme si elle essayait de mémoriser chaque trait au cas où ce serait leur dernière nuit ensemble. Il leva les yeux vers elle. Il n'y avait aucune demande de sauvetage dans son regard, seulement un consentement calme à accepter sa décision. Thorala posa la paume sur le bord de la planche, comme pour la retenir, et dit doucement, presque sans un son, « N'ose pas faire de bêtises. » Vestein ne sourit pas, mais le coin de ses lèvres trembla, comme la flamme d'une bougie dans le vent. « Coton 14, » répondit-il tout aussi bas. « Coton 11. » Son referma le plancher. La planche se remit en place, comme si elle n'avait jamais été soulevée. Elle rajusta le banc, jeta quelques copeaux dans le feu pour raviver la flamme, et seulement alors s'approcha de la porte. Elle n'ouvrit pas en grand, juste assez pour laisser entrer le froid, et garder dehors les regards indiscrets. Sur le seuil se tenait un homme coiffé d'un épais bonnet et d'une cape saupoudrée de neige. Derrière son épaule, dans l'ombre, un autre se tenait. Le premier souriait. Ce sourire n'était ni chaleureux ni méchant, simplement habituel, comme celui de ceux qui savent ce qu'on va leur répondre. « Qu'est-on censé gosier ?» dit-il, comme s'ils étaient de vieilles connaissances. « Il faut qu'on parle d'un homme que l'on cherche. » Son s'appuya contre le chambranle de la porte et ne demanda pas de quel homme il s'agissait. Sa voix était égale, sans tremblement. « J'ai lu des malades cette nuit, » dit-elle. L'un d'eux tremblait si fort que ses dents claquaient plus fort que ton poing. Si tu es venu pour discuter, tu t'es trompé de maison. L'homme fit semblant de compatir. « Que te rien, dit-il. « Que tiens 21. » Son plissa légèrement les yeux. « Que te sens devant toi, » répondit-elle. « Que tu Il fit un pas de plus, essayant de regarder à l'intérieur par-dessus son épaule. Sun ne recula pas. Elle pivota simplement pour bloquer sa vue. Thorala se tenait près de l'âtre, tenant une tasse comme si elle se chauffait simplement les mains et sentait en même temps tout son être se tendre, comme une corde dans le gel. « Que 324. » dit doucement l'homme. « Je suis venu en bons termes. Ouvre plus grand la porte, nous jetterons un œil et nous partirons. Si nous le trouvons, nous l'emmènerons. Personne ne te touchera. » Son eut un bref sourire sans joie. « En bons termes ?» répéta-t-elle. « Je sais comment vous parlez en bons termes. » Après les gens disparaissent en silence. Ces personnes ne se souvient de qui a frappé. L'ombre derrière l'homme bougea. Le second dit d'une voix sourde que t'entends-tu. Son n'éleva pas la voix. Elle dit simplement un peu plus fort, pour être entendue non seulement à la porte, mais aussi par les voisins. Si quelqu'un tendait l'oreille, si tu entres sans y être invité, demain tout le quartier saura que tu fouilles les maisons des veuves. Et quand ta mère aura mal au ventre, qu'elle aille se faire soigner par Ratibor. Il sait sourire. Peut-être que son sourire remplacera les herbes. L'homme se figea. Le sourire sur son visage s'amincit. Il comprit qu'un scandale ne lui serait pas utile maintenant. Les rumeurs sont pratiques quand elles vont dans une seule direction. Mais un esclandre de trop peut les retourner contre lui. Il acquiesça, comme s'il cédait. « D'accord, Saoun, » dit-il. « Mais si cet étranger se trouve chez toi, tu sais toi-même ce qui arrivera. » Saoun répondit calmement. « Je comprends. Et toi, comprends-tu que je me souviens de tout, et pas seulement de ton nom ?» Il recula, se retourna et entraîna le second avec lui. La neige crissa sous leurs bottes. Leurs pas s'éloignèrent. Son ferma la porte, attendit que le silence redevienne réel. Et seulement alors,
laissa lentement retomber ses épaules, comme si elle s'autorisait un instant de fatigue. Torala se tenait immobile, écoutant le sang gronder dans ses oreilles. Son s'approcha du plancher, souleva la planche. Vesten remonta, inspira profondément, mais ne dit pas un mot. Il regarda simplement Torala comme on regarde quelqu'un après un danger, quand on voudrait le toucher, mais qu'on ne sait pas encore si c'est permis. Saôn s'épousseta les mains, comme si elle venait de terminer une tâche ordinaire. « Que tomotride, dit-elle. Que t'es. Torala s'assit sur le banc et réalisa soudain que ses doigts s'éliraient glacés, malgré le feu tout proche. Elle se força à parler calmement. « Alors, on ne peut plus se cacher. »« Non, » acquiesça Saôn. « Et il ne faut pas croire que la vérité te protégera d'elle-même. » Il faut la porter à ceux qui savent écouter autre chose que les rumeurs. Vesten prit enfin la parole. Cette nuit, ils n'ont pas fouillé les maisons au hasard. Ils savaient où aller. Cela veut dire qu'ils ont des gens partout. Et si nous attendons simplement, ils nous prendront un par un. Torala leva les yeux. Nous. Répéta-t-elle doucement, comme pour goûter le mot. Vesten ne détourna pas le regard. Oui, répondit-il, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Elle ne dit pas « je n'y vois pas d'inconvénient ». Elle acquiesça seulement, et cela suffit pour que la pièce devienne un peu plus chaude, bien que le feu brûlât comme avant. Le matin arriva, gris. La neige devint plus vive, le ciel bas, et chaque son dans la ville semblait plus proche. La Doga vivait sur les rives du Volkhov, et en hiver, la rivière déroulait le long des maisons une vérité froide. Qui que ce soit qui tentait de cacher une affaire dans l'ombre, l'eau et la glace se souvenaient quand même des traces. Torala revêtit les vêtements ordinaires d'une fille de marchand, pas élégant, mais soigné. Saôn donna à Vestein une vieille cape sans signe distinctif, et c'était presque risible. Cachait un homme de toute une ville avec un simple morceau de tissu. Mais ce n'était pas drôle. Saôn ne les laissa pas partir avec une bénédiction ou des conseils pour chaque pas. Elle dit l'essentiel, n'allez pas ensemble là où l'on vous attend, mais pensez ensemble. Et encore une chose, gardez cette planchette comme si c'était la dernière langue de ton père. Torala pressa une main sur sa poitrine, là où le bois avec les entailles et le reposait sous le tissu, et sortit. Elle se dirigea seule vers le quai, pour ne pas donner à la ville une raison de plus de les lier en un seul nœud. Au marché, son regard croisait des yeux étrangers. Certains se détournaient, d'autres la fixaient trop longtemps. Quelques femmes échangeaient des regards et chuchotaient, comme si elles avaient honte, mais que la curiosité était plus forte que la honte. Torala garda un visage impassible. C'est ainsi qu'on lui avait appris depuis l'enfance. Si l'on veut te briser par la rumeur, ne leur donne pas le plaisir de voir la fissure. Sur le quai, tout était comme d'habitude, et pas comme d'habitude. Les planches grinçaient sous les pieds, les pêcheurs maudissaient en se levant, les bateliers se disputaient le prix du transport. Et pourtant, dans chaque pause, on entendait autre chose. Les gens avaient peur de dire un mot de trop, car les hommes de Ratibor rôdèrent. Ratibor lui-même se tenait un peu à l'écart, près de l'endroit où l'on percevait habituellement les taxes. Il souriait, parlait, hochait la tête, comme s'il consolait la ville. Quand il vit Torala, son sourire s'élargit. « La fille du marchand, dit-il assez fort pour être gai entendu de tous. Un lourd chagrin. J'espère encore que tu prendras une décision raisonnable, avant qu'un deuxième malheur ne s'abatte. » Torala s'arrêta à une distance qui ne lui permettrait pas de la toucher, même s'il le voulait. Elle répondit de manière à être entendue également. « Je prendrai la décision qui laissera le quai en vie. Pas dans le silence, mais dans l'ordre. » Ratibor ne perdit pas son sourire. Mais une lueur d'irritation passa dans ses yeux. « Code 147 ir,
dit-il. Côte 148. Torala ne discuta pas plus longtemps. Elle longea le quai, regarda là où l'on chargeait les sacs, où l'on sortait les tonneaux. Elle posait des questions doucement, comme si elle se remémorait simplement les affaires de son père. Qui avait vu un traîneau la nuit? De qui était la corde sur les patins? Qui était de garde au portail quand la ville était plongée dans le noir? Les gens répondaient différemment. Certains évitèrent la conversation, d'autres disaient une demi-vérité. D'autres encore faisaient semblant de ne pas entendre. Mais il y en avait aussi qui la regardaient avec une pitié silencieuse et lui lançaient tout de même de brèves bribes d'informations, comme s'il craignait d'être remarqué. Vers midi, un garçon qui courait habituellement entre les bateaux, aidant à tirer les cordages pour un morceau de pain, s'approcha d'elle. « Madame, » dit-il à voix basse en regardant autour de lui, « j'ai vu le traîneau cette nuit. Pas dans la rue, mais sur la glace près du bras de la rivière. Et sur le traîneau, il y avait une corde épaisse, goudronnée, du genre qui laisse une odeur sur les mains. » Torala acquiesça, lui glissa une petite pièce dans la main, non pas comme un paiement, mais comme un signe que sa parole n'avait pas été vaine. Le garçon disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle quitta le quai, comme si elle vaquait à ses occupations. Comme si elle... Puis, elle tourna dans une ruelle étroite et frappa à la porte arrière d'un vieil entrepôt que son père avait autrefois réparé. Là, parmi les planches et les débris de tonneaux, attendait Vesten. Il se tenait contre le mur, comme s'il ne voulait pas prendre de place. Mais quand Torala entra, il se redressa aussitôt, comme si on l'appelait au travail. « Koto Swankansona » demanda-t-il. Torala lui raconta brièvement l'histoire du garçon et de la corde goudronnée. Vesten ne l'interrompit pas. Il écoutait seulement. Et l'on voyait, sur son visage, qu'il assemblait déjà dans sa tête les nœuds et les traces, comme un charpentier assemble des planches dans le bon ordre. « Côte 132 tensons » répéta-t-il. « Côte 132. Côte 114 » ajouta Torala. Vestine acquiesça lentement. « Côte 5 » dit-il. « Côte 11 » Torala sentit un froid dans son ventre. Elle voulait dire que c'était trop effrayant pour Ladoga, que de telles choses ne pouvaient pas arriver ici. Mais l'image de Ratibor, avec son sourire et son « Akot 157 » lui revint à l'esprit. Et tout devint possible. Vestin décrocha un vieux bout de corde qui traînait dans l'entrepôt pour les réparations. Il montra à Torala comment un nœud laissait une trace sur de telles cordes, là où les fibres étaient écrasées, où le goudron était incrusté, où la boucle avait été serrée si fort qu'on ne pouvait plus la défaire ensuite. Chaque endroit a ses propres nœuds, dit-il. Certains les font à la hâte, d'autres de manière à ce qu'on ne puisse plus les défaire. Même avec un couteau, si nous trouvons la corde du traîneau, je saurai qui l'a nouée et d'où viennent ses mains. Torala le regardait tenir la corde et remarqua soudain que ses doigts tremblaient moins. Le travail lui redonnait un appui. Et il y avait là quelque chose de vivant, de proche. Son appui à elle avait toujours été le calcul. Le sien était le bois et la corde. Ils se raccrochaient tous deux à leur métier pour ne pas sombrer dans la peur. « Alors, cherchons, » dit-elle. Ils se séparèrent de nouveau, comme convenu. Ne pas se montrer ensemble là où une rumeur pourrait les lier. Torala retourna vers le quai en fin de journée, comme pour simplement vérifier les affaires de son père. Vesten longea la rivière, là où se trouvaient les bateaux en réparation, où les charpentiers laissaient souvent des chutes de cordes et du goudron. Il ne posait pas de questions directes sur la nuit ou sur Ratibor. Il demandait des choses simples. Qui avait récemment acheté une nouvelle corde? Qui avait goudronné de la ficelle? Qui avait réparé un traîneau? Les gens répondaient plus volontiers, car la question semblait banale. Au crépuscule, ils se retrouvèrent chez Saon.
Cette fois, sans frapper, juste un signal discret convenu. Son les fit entrer rapidement, et son regard disait clairement que la journée avait été difficile pour eux aussi. « J'ai trouvé, » dit Torala, avant même d'avoir retiré sa cape. « Que t'es en 62. » Elle sortit de sous son vêtement un court morceau de corde. Le goudron était sombre, son odeur âcre. Vestan prit la corde avec précaution, comme on prend une preuve, et se pencha vers la lumière. « Côte 163, lui, » dit-il doucement. « Côte 164. » Son s'approcha, renifla le goudron et grimaça. « Ça ne sent pas notre fumée, » dit-elle. « On dirait que ça vient du sud. » Vesten acquiesça. « Ce n'est pas notre odeur, » confirma-t-il. « Et le nœud ?» Il montra à Torala un endroit sur la corde où les fibres étaient écrasées selon un motif particulier. Ce genre de nœud était fait par ceux qui veulent que la boucle ne se défasse pas, mais qu'on puisse aussi la passer rapidement, pas pour le travail sur le quai, pour le transport de cargaisons vivantes. Torala était assise et écoutait, et une fureur montait lentement en elle. Mais elle n'était plus aveugle. Elle devenait claire, comme de l'eau froide. Son père n'était pas mort pour quelques pièces. Il était mort parce qu'il dérangeait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, il faut montrer ça à ceux qui ne sont ni achetés ni effrayés, » répondit Saon. « Ici, à Ladoga, Ratibor est le maître des sourires. Il vous fera taire par la voix du peuple, et chacun pensera faire le bien en jetant une pierre. » Torala leva les yeux vers Vestan. Il regardait la corde, mais semblait voir non pas elle, mais une route. « Holmgar, » dit-il enfin, doucement, comme une décision déjà prise intérieurement. « Là-bas, il y a un conseil. Il y a les hommes du prince. Là-bas, une rumeur n'est pas toujours plus forte qu'un objet. » Torala garda le silence. La décision de partir ressemblait à un aveu. Elle ne pouvait plus vivre comme avant. Sa maison, son quai, son nom étaient devenus un champ de bataille. Et pour gagner, il faudrait quitter ce champ pour un temps, le confier au vent et à des mains étrangères. Rien que cette pensée lui faisait mal comme une perte, mais elle le savait déjà. S'accrocher à sa maison et y mourir est plus facile que de partir au nom de la vérité. Saoun posa sur la table des tasses de décoction chaude. Une odeur d'herbes et de fumée flottait. Torala prit une tasse et sentit la chaleur lui brûler les paumes. Cette chaleur était réelle. Et à côté d'elle se tenait Vestan, réel lui aussi, sans sourire ni promesse. « Côte 175, » dit Saoun comme en passant. « Côte 166. » Torala serra sa tasse. « Côte 167, » dit-elle. « Côte 168. » Vestan leva les yeux. « Côte 179, sire, » dit-il après une pause. « Côte 180. » Torala sentit tout se crisper en elle. Cette pensée était raisonnable, et c'est ce qui la rendait encore plus effrayante. Car la raison mène souvent là où l'on se retrouve seul ensuite. « Côte ?» Chatrin 1, demanda-t-elle d'une voix égale, mais qui trembla légèrement. Vestan répondit honnêtement, « Je veux que tu survives, et que tu aies une chance. » Torala posa sa tasse. Un instant, elle regarda le feu, comme si elle pouvait y voir son père et entendre ce qu'il aurait dit. Puis elle se tourna vers Vestan. « Côté Katreya, » dit-elle doucement. « Côté Katata. » Elle se tut, et le silence dans la pièce devint dense. Vestan ne bougea pas. Il attendait, comme on attend la décision d'un maître qui n'a pas le droit à l'erreur. « Et aussi, » ajouta Torala, plus bas encore, « je ne veux pas que tu partes. » Ces mots sonnèrent sans fioriture. Il n'y avait pas là l'aveu que l'on chante dans les chansons, mais pour elle, c'était presque comme ouvrir sa poitrine au gel.
Vestaine tendit lentement la main, sans se presser, comme pour lui donner le temps de changer d'avis. Sa paume s'arrêta en l'air. Torhala la regarda et posa la sienne par-dessus. Pas fermement, sans s'agripper, juste assez pour sentir qu'il était là. Vestaine serra légèrement ses doigts. Ce n'était pas un serment, mais un accord de ne pas l'abandonner. « Cote scène 87, là, dit-il. Son se tourna vers l'étagère, mais à la façon dont elle hocha légèrement la tête, on voyait qu'elle avait entendu et compris plus que les mots. « Côté qu'on entend, dit-elle. Côté Nathaina. » Torhala se leva. Elle avait le cœur lourd. Mais à côté de cette lourdeur, pour la première fois depuis longtemps, une clarté s'était installée. Elle savait ce qui l'attendait. La route, des visages étrangers, le danger. Et pourtant, il y avait au moins un chemin devant elle, et non un nuage coulant. Elle s'approcha de sa cape, vérifia que la planchette était bien là. Puis, elle regarda Vestaine. « Si demain il nous rattrape, dit-elle doucement, tu ne décideras plus pour moi. Je choisirai moi-même ce que je ferai. » Vestaine répondit tout aussi calmement. « Je n'ai pas l'intention de décider pour toi. J'ai l'intention d'être à tes côtés pendant que tu choisis. » À cet instant, au loin, un cri retentit. Pas celui d'une femme ni d'un enfant, mais une voix d'homme, rauque qui roulait dans la rue comme un tonneau sur des planches. Puis un second. Quelqu'un appelait la garde. Quelqu'un prononçait le nom de Vestaine à voix haute, non plus en chuchotant, mais comme on désigne une proie. Son s'approcha de la fenêtre, souleva un coin du tissu et le laissa aussitôt retomber. « Il cherche, dit-elle brièvement. Et maintenant, ils ne demandent plus. Ils prennent. » Torhala croisa le regard de Vestaine. Et dans ce regard, il y avait ce que les mots n'avaient pas eu le temps de dire. S'il sortait maintenant, il pourrait en être vu. S'il restait il pourrait qu'en être trouvé. Le temps, qui hier encore semblait long, était soudain devenu mince, comme la glace près du bras de la rivière. Son dit doucement. Chutakina, ils quittèrent que la maison de Son avant l'aube. Alors que la neige portait encore des ombres et que la ville commençait à peine à s'agiter dans son sommeil froid. Le vent chassait de fins flocons dans la rue, et il semblait que Ladoga elle-même tentait d'effacer leurs traces pour que personne ne puisse dire où ils étaient allés. Son ne les accompagna pas loin. Elle se tenait sur le seuil, vêtue de son châle sombre, et les regardait comme si elle mémorisait leur visage au cas où ils devraient revenir, changer. « N'allez pas vers les portes, » dit-elle en guise d'adieu. Quota 1197. Torhala acquiesça. Les paroles de Saoun étaient simples, mais elles portaient une assurance que la force ne peut acheter. Vestaine ajusta silencieusement la sangle sur son épaule, vérifia que le morceau de corde goudronnée et la fine marque sur la toile de jute, découpée la veille dans l'obscurité, étaient bien cachés sous sa cape. Torhala pressa une main sur sa poitrine, là où la planchette avec les entailles le reposait sous le tissu. Il lui semblait que le bois était devenu plus lourd, comme s'il avait absorbé la nuit et la volonté de son père. Et ils se dirigèrent vers la rivière. Le Volkhov s'étendait dans l'obscurité comme une large bande, et en hiver il ne ressemblait plus à de l'Ossau, mais à une route qui offre un passage facile aux étrangers et un lourd tribut aux siens. Torhala posa le pied, la première sur la glace. Un craquement se fit entendre, et son cœur s'arrêta un instant, mais la glace tint bon. Vestaine marcha à ses côtés, ni devant, ni derrière. Il maintenait une distance telle qu'il pouvait que la protéger à tout moment de la lumière soudaine d'une torche, mais sans la toucher. Et de ce respect involontaire pour sa volonté, Torhala ressentit une étrange gratitude qu'elle ne voulait pas admettre. Dans la ville, on les cherchait déjà. Des voix, des cris rares, des coups parvenaient de la rue.
Quelque part, un chien aboyait, comme s'il se souvenait que même dans la peur, il y a un travail à faire. Torala ne se retourna pas. Elle savait que si elle le faisait, une nostalgie de sa maison grandirait dans sa poitrine. Et la nostalgie rend les pas incertains. Sur la rive, là où les bateaux attendaient habituellement le printemps, se trouvait une vieille barque sous un abri. Ses planches étaient teintées sombres, sentant la résine et le temps. Vesten passa la main sur le flanc, comme pour saluer un être vivant. « Que tranquille, dit-il à voix basse. « Kut santikia. » Torala le regarda, et pour la première fois, perçut dans sa voix non seulement la fatigue et l'anxiété, mais aussi la tranquille assurance de l'artisan, qui connaît mieux le bois que les mots. Elle ne répondit pas. Elle t'aida simplement à retirer l'abri, et ensemble, ils tirèrent dans la barque sur un terrain plus plat. Non pas comme un homme et une femme, ni comme une maîtresse et un employé, mais comme deux personnes qui devaient survivre et apporter la vérité. Ils descendirent la rivière, en restant près des endroits où la glace était plus fiable et ne cédait pas sous les fissures. Le chemin ne suivait ni une piste ni des poteaux, mais se faisait au ressenti. Là où le vent avait lissé la surface, où la neige était plus molle, où le vide répondait sous leurs pieds. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était fonctionnel. Ils économisaient leurs mots comme on économise des copeaux secs lors d'une longue nuit. Vers midi, une tempête de neige se leva. Elle n'arriva pas d'un coup, mais comme si elle venait de loin, de cet horizon où le ciel se confond avec la neige. D'abord le vent s'épaissit, puis l'air se remplit d'une poudrerie blanche. Et bientôt, tout autour d'eux devint une seule et même chose, blanc, mouvant, sans fin. Torala plissait les yeux, se couvrait le visage avec sa manche, avançait obstinément. Mais l'obstination ne réchauffait pas. Le gel s'infiltra sous ses vêtements comme une main froide. Elle trébucha lorsque la croûte de glace se brisa sous son pied. Cette fois, Vesten la rattrapa non pas par la taille, mais par l'avant-bras, comme si c'était plus honnête. Il la tenait fermement, mais sans pression. « Côte de Sanyour, dit-elle, et sa voix se brisa de colère et d'impuissance. Vesten répondit calmement. « Je ne te materne pas, je te tiens juste pour que tu ne te blesses pas. J'ai besoin de toi, vivante. » Torala se dégagea, mais cette fois sans brusquerie, brièvement, comme si elle comprenait elle-même que la discussion pouvait attendre un moment plus propice. Ils trouvèrent net refuge près de la barque qu'ils avaient laissée lors d'une halte. Un vieil abri de planches et d'écorce de bouleau, que quelqu'un avait autrefois construit pour se protéger de la pluie. Maintenant, il les protégeait du vent. Vesten tira la barque sous l'abri, l'arrima pour qu'elle ne se renverse pas, et seulement alors se tourna vers Torala. Elle se tenait là, tremblante, mais obstinément silencieuse. Ses lèvres étaient blanches de froid et ses yeux secs. Elle ne pleurait pas. Pleurer, pour elle, aurait signifié admettre qu'elle était plus faible que cette route. Vesten retira silencieusement sa cape, l'encouvrit, puis, sans demander, roula sa propre veste et la plaça sous sa tête pour qu'elle puisse s'asseoir sans être sur une planche nue. Ses gestes étaient simples, sans tendresse excessive. Mais ils témoignaient d'une telle sollicitude que Torala se sentit mal à l'aise. Elle se sentit non pas comme une prisonnière ou une maîtresse, mais comme une personne à qui l'on avait pensé. Elle s'assit sur la veste, s'enveloppa dans la cape et, pour ne pas avoir à le remercier, dit ce qui correspondait le mieux à son caractère. « Tu te comportes comme si nous étions, comme si tu étais déjà à moi. » Vesten s'assit à côté d'elle, pas trop près. Il regardait la tempête blanche, comme si l'on pouvait y voir une route. « Côte 3, répondit-il doucement. « Côte 204. » À ces mots, quelque chose en Torala vacilla. Pas de manière douce ou belle, mais authentiquement. Elle était habituée à ce que les hommes de la ville veuillent soit posséder, soit enseigner.
mais lui parlait comme si sa liberté ne l'empêchait pas d'être avec elle. Elle resta silencieuse pendant quelques battements de cœur, puis elle se pencha et l'embrassa elle-même. Rapidement, comme si elle se volait cet acte et craignait de changer d'avis immédiatement. Vestaine ne s'avança pas, ne tenta pas d'approfondir le baiser, ne l'attira pas à lui. Il se figea seulement, comme un homme qui a reçu ce qu'il n'avait même pas demandé et ne veut pas l'effaroucher. Torala s'écarta, la colère contre elle-même montant presque aussitôt. Elle se détourna, regardant les planches de l'abri, et dit d'une voix sourde : « Ne te fais pas d'idée. » Vestaine répondit sans sourire ni triomphe : « Je ne me fais pas d'idée. Je pense à la façon dont nous allons arriver à destination. » Il prit ses mains et se mit à les réchauffer dans les siennes. Il les tenait comme si cela faisait partie du chemin, et non comme une caresse. Mais Torala sentait que ses mains ne la protégeaient pas seulement du froid, elles l'empêchaient de sombrer dans le vide. Et elle ne retira pas ses mains. C'était une permission silencieuse, petite, mais importante. La tempête se calma vers le soir. Non pas parce que c'était devenu plus facile, mais parce que le vent était fatigué. Ils repartirent. Leurs jambes étaient lourdes, comme si chaque pas devait être acheté. Mais dans la poitrine de Torala, il y avait quelque chose qui n'existait plus depuis la nuit de la mort de son père. Le désir non seulement de se venger, mais aussi de mener l'affaire à son terme. Non pas pour la gloire, mais pour le sens. Ils approchèrent de Kolmgard le jour suivant. La ville se dressait sur la rivière, à tout comme Ladoga, mais il y avait ici plus de gens, plus de fumée, plus de tumulte. Kolmgard portait différents noms, mais on l'appelait souvent Novgorod, et l'air même y était différent. Comme si chacun était habitué à ce que des affaires touchant de nombreuses personnes se décidant à proximité. Aux abords de la ville, une odeur flottait, non seulement de bois de chauffage, mais aussi de marchandises étrangères. Fourrure, miel, fer, cuir. Ici, tout était achat et dispute. Torala se tenait droite, bien qu'à l'intérieur, tout se contractait à l'idée qu'il pourrait maintenant être écrasé non plus par une route de glace, mais par la masse humaine. Vestaine marchait à ses côtés. Il regardait la ville, ni avec admiration, ni avec timidité. Il la regardait comme on regarde un endroit où il faut encaisser un coup et ne pas se briser. Ils réussirent à trouver refuge chez une connaissance de Saon, un homme qui vendait des herbes et avait l'habitude de se taire sur les affaires des autres tant qu'on ne le payait pas en vérité. Là, ils se réchauffèrent, mangèrent, et Vestaine, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit un instant, assis contre le mur, comme si son corps avait décidé de prendre son dû sans demander. Torala le regardait et ne voyait pas l'accusé de meurtre, mais un homme qui tenait bon par ses dernières forces et restait malgré tout à ses côtés. Elle eut envie de toucher ses cheveux, de les lisser comme on le fait pour un enfant, mais elle se retint. À la place, elle ajusta sa cape sur lui pour qu'il n'ait pas froid, et se détourna aussitôt, comme si elle venait de faire quelque chose de trop audacieux. Le matin, les gens se rassemblaient sur la place. Il y avait un cercle où l'on réglait les différends. Certains appelaient cela un veche, d'autres simplement une assemblée. Mais le sens était le même. Ici, les paroles devaient s'appuyer sur des faits, et non sur un sourire. Torala se tenait à côté de Vestaine et sentait les regards se concentrer sur eux. Trop de visages étrangers, trop de ceux qui aimaient le spectacle. Et Ratibor était là, il était arrivé avant eux. Il se tenait avec assurance, vêtu comme s'il avait déjà gagné. Autour de lui se pressaient des gens qu'il avait amenés comme témoins. Il regardait Torala et Vestaine avec une expression de droiture affectée, comme ceux que l'on a payés pour être droits et à qui l'on a ordonné de ne pas scier. Ratibor leva les mains, sourit au cercle et parla comme s'il apportait son aide. « Côte Seigneur, dit-il, côte de tien indé, côte aussi. » S'avança
et commença à dire qu'il avait vu Vestein près de la cour, qu'il l'avait vu près de la grange, qu'il l'avait entendu proférer des menaces. Les mots coulaient avec aisance, comme de l'huile. La foule écoutait volontiers. Il est toujours plus facile pour les gens de croire ce qui est commode. Thorhalla sentit la fureur monter en elle. Elle voulait crier que c'était un mensonge. Elle voulait frapper Ratibor en plein sourire. Mais Vesten l'empêcha de perdre son sang-froid. Il ne lui prit pas la main, ne la retint pas par la force. Il se pencha simplement et lui dit doucement, de manière à ce qu'elle seule l'entende, « Ne leur donne pas ta voix. Donne-leur un objet. Un objet, c'est plus éloquent. » Puis il s'avança lui-même. Il ne se justifia pas par des mots. Il ne dit pas qu'il était honnête et bon. Il sortit la corde goudronnée et la leva pour que tous la voient. Puis il sortit le morceau de toile de jute avec la marque. D'un geste, il demanda qu'on lui fasse de la place près du feu pour que l'odeur du goudron soit perceptible. Les gens reniflèrent, et quelqu'un dans la foule dit à voix basse que ce n'était pas du goudron local. Un autre confirma. La parole n'émanait plus de Ratibor. Vestein parlait simplement, comme un charpentier. « Cette corde n'a pas été nouée sur le quai, » dit-il. « Ce n'est pas un nœud pour des sacs. C'est un nœud qui retient ce qui est vivant, quand ça se débat. Et le goudron ici est étranger. De telles choses viennent avec des gens qui ne font pas le commerce de tissu ou de fer. » Ratibor souriait, mais son sourire était maintenant tendu. « Ce ne sont que des mots, » dit-il. « N'importe qui peut apporter une corde et inventer une histoire. » Thorhalla s'avança. « Côte de Saint-Ducette, dit-elle d'une voix égale. « Ce sera un conte. » Elle sortit la planchette avec les entailles. Le bois paraissait simple, presque pauvre. Mais dans les mains de Thorhalla, il devint plus lourd que n'importe quelle épée. Elle nomma les marques, montra les entailles, expliqua ce qu'elles signifiaient, comment son père comptait les taxes et les dettes, comment il notait qui payait, sans passer par le sceau. Elle parlait sans crier, comme lors d'une transaction, quand il faut prouver un prix. Et les gens dans le cercle écoutaient différemment. Car on ne peut pas amadouer un conte avec un sourire. Un des anciens du cercle se pencha pour examiner la planchette. Un autre demanda de quelle main étaient les marques. Thorhalla répondit. Quelqu'un dans la foule murmura le nom du marchand avec respect, car même parmi les étrangers, les gens savent qu'en se souvenir d'un commerce honnête. Ratibor tenta de frapper là où ça fait mal. « Côte d'un censure, dit-il. « Côte d'un officier. » Thorhalla ne fléchit pas. Elle se tourna vers Ratibor et le regarda droit dans les yeux. « Côte d'un sinendanas, dit-elle. « Côte d'un of 22. » Un murmure parcourut la foule. Ratibor sentit le sol trembler sous ses pieds, et il joua alors sa dernière carte. Il fit un signe de tête à ses hommes, et l'un d'eux s'avança comme par hasard, comme pour simplement dire quelque chose. Mais Saôn avait aussi joué sa carte. Elle apparut au bord du cercle, comme l'eau s'infiltre dans une fissure de la glace, silencieusement, et il était déjà trop tard pour prétendre qu'elle n'était pas là. Elle portait le même châle sombre, et son regard était froid et clair. Dans sa main, elle tenait une bague. Elle leva la bague pour que les anciens la voient. « Ce signe s'est porté par un homme de Ratibor, » dit Saôn. « Il est venu se faire soigner chez moi, la nuit, avec une main cassée et une épaule déchirée. Et il parlait comme s'il était certain que tout était déjà décidé. Il a dit que le marchand ne dérangerait plus et que le quai deviendrait bientôt. J'ai mémorisé ces paroles aussi bien que je mémorise la douleur. » Elle posa la bague sur la table devant les anciens. Et tout commença à former une seule chaîne. La corde, le goudron, la marque, le conte. Et maintenant, le signe de l'homme qui était venu se faire soigner après un sale travail. Ratibor tenta de sourire.
Mais son sourire ne tenait plus. « Te devins ça », dit-il. Et pour la première fois, sa voix se fissura. Un des anciens leva la main pour le faire taire. Ce n'était plus Ratibor qui parlait. C'était maintenant ce que l'on ne peut acheter, ni par un mariage, ni par une menace. Vestaine se tenait à côté de Torhala, et elle sentait comment il se contenait pour ne pas s'approcher, pour ne pas la couvrir de son corps, pour ne pas lui enlever le droit de défendre sa place. Elle le regarda et comprit soudain que c'était précisément ce qu'elle avait cherché toute sa vie, en débattant avec les hommes jusqu'à les faire rougir. Non pas une victoire sur eux, mais un homme qui n'essayait pas de la vaincre. Alors que les anciens commençaient à donner des ordres, que les hommes dans la saison de Ratibor échangeaient des regards et perdaient leur assurance, Toralla sentit la tension dans sa poitrine se relâcher. Mais avec le soulagement vint un autre sentiment, aigu. Ils avaient révélé la vérité, et maintenant, la vérité ferait d'eux une cible double. Ratibor n'était pas du genre à partir en silence. Après le cercle, alors que la foule commençait à se disperser, Vestaine rejoignit Torhala près d'un mur où la neige était tassée par les pieds. Il s'arrêta à côté d'elle, sans la toucher. « Tu as tenu bon », dit-il doucement. Torhala regarda son visage, la fatigue dans ses yeux, la force tranquille de ses épaules. « Je n'aurais pas tenu seule », répondit-elle tout aussi bas. Il prit délicatement sa main, mais cette fois, non plus comme une demande, mais comme la reconnaissance d'un lien entre eux que la rumeur ne pouvait briser. Torhala ne retira pas sa main. Elle serra ses doigts en retour, un peu plus fort que nécessaire, comme pour vérifier s'il était réel. Et à cet instant, au milieu d'une ville étrangère et de visages étrangers, Torhala vit Ratibor. Il se tenait à l'écart, sans plus sourire, et les regardait non pas comme des vainqueurs, mais comme ceux qui devaient encore payer le prix de leur victoire. Son regard promettait qu'il n'en resterait pas là. Torhala sentit un frisson parcourir son dos, qui ne venait pas du vent. Elle comprit. Aujourd'hui, ils avaient gagné le cercle. Mais la nuit pouvait encore tenter de reprendre ses droits. À Holmgard, le jour qui suivit le cercle fut plus froid que la nuit. La neige sur la place était tassée, grise sous les bottes, et les gens se dispersaient comme si chacun rapportait chez lui non seulement des nouvelles, mais aussi la responsabilité de ce qu'il avait entendu et de ce qu'il répéterait. Holmgard, que beaucoup appelaient Novgorod, vivait bruyamment, mais savait écouter quand on lui présentait non pas un cri, mais un fait. Ratibor ne quitta pas la place immédiatement. Il essayait encore de garder contenance, de sourire à ceux qui, la veille, lui auraient fait un signe de tête. Mais le sourire ne fonctionnait plus. Les hommes du prince s'approchèrent de lui, brièvement, sans parole superflue, comme on aborde non pas un invité, mais une affaire. Il tenta de parler comme il en avait l'habitude, doucement, avec assurance, comme s'il s'agissait d'un malentendu que l'on pouvait dissiper par le rire. On ne lui laissa pas le temps de développer. On lui ordonna de les suivre, sans le pousser ni le frapper, simplement en lui montrant qu'il n'était plus celui qui disposait du quai et du destin des autres, mais celui que l'on menait. Ces hommes Saon furent également arrêtés sans ménagement. Il n'y eut ni tumulte solennel, ni châtiment de conte de fées. Il y eut des ordres brefs, des noms notés, des liens de cuir, des regards pieds lourds, de ceux qui avaient qu'un des compris que derrière les sourires se cachèrent des chaînes. À certains, on donna le choix de partir servir là où ils ne commanderaient sans plus. D'autres furent gardés en détention jusqu'à ce que l'on détermine l'étendue de leurs méfaits. Et c'est là que résidait le plus terrible pour Ratibor. Non pas la douleur, mais la perte du droit de murmurer à l'oreille des autres et d'attendre d'être cru. Torhala se tenait à côté de Vestaine pendant que tout cela se déroulait, et sentait la tension qu'il avait maintenue pendant tous ces jours se dissiper lentement. Pas un soulagement, ni une joie, mais le poids tranquille de quelqu'un qui est arrivé au bout
et comprend soudain que la fin ne ramène pas celui qu'on a perdu. Son père était parti et aucun cercle ne pouvait le faire revenir, enlever sa cape et demander comment allaient les affaires. Son s'approcha de Torhala plus tard, lorsque la place fut presque vide. Elle n'avait plus la bague, seulement un petit paquet d'herbes et le vieux châle dont elle couvrait habituellement ses cheveux. « Quoi tout de suite ailleurs ?» dit Son à voix basse. « Quoi de neuf ?» Torhala acquiesça. Elle savait que Saoun avait raison. Un quai sans dirigeant et la maison d'un marchand sans maître deviennent toujours la proie de ceux qui aiment prendre ce qui appartient aux autres pour le bien de l'ordre. Westen regarda Torhala comme s'il lui demandait non pas avec des mots, mais avec son souffle. Et maintenant, il ne parlait pas de l'avenir à voix haute, car les grandes promesses sont souvent les premières à se briser. Il se tenait simplement à ses côtés et attendait sa décision avec le même respect que ce jour-là, près du foyer, lorsqu'il lui avait tendu la main, sans oser la serrer, sans sa permission. « Côte 230 et 1 Moja », dit enfin Torhala. « Côte 232 ». Le chemin du retour fut plus court, non pas parce que la distance avait diminué, mais parce qu'ils avaient maintenant une direction. La glace ne leur semblait plus un ennemi, bien qu'elle ne soit pas devenue une amie. Le Volkov les ramenait, comme il guide une barque de commerce. Silence paix, parfois dangereusement, mais toujours sur une même ligne que les hommes avaient non choisie depuis des siècles, car il n'y avait pas d'autre passage. Dans la tempête, ils ne se perdaient plus comme avant. Ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Et cette certitude les réchauffait plus que n'importe quel cap. Ils passèrent la nuit sur la rive, dans de petits abris qui sentaient la fumée et la résine. Westen restait souvent silencieux, mais quand il parlait, c'était pour dire l'essentiel. Torhala ne demandait pas de réconfort et ne cherchait pas de belles paroles. Elle était encore blessée par sa perte, et cette blessure ne se refermait pas avec des caresses. Mais parfois, elle se surprenait à le regarder plus longtemps que nécessaire. Et dans ce regard, il n'y avait pas une attente d'aide, mais une reconnaissance. À ses côtés, elle pouvait respirer. Une nuit, alors que le vent était particulièrement piquant et semblait s'infiltrer délibérément sous les vêtements, Torhala se réveilla de froid et vit que Westen était assis à côté d'elle, éveillé, tenant sa cape pour qu'elle ne glisse pas. Il remarqua son regard et dit doucement : « Maintenant tu me dirais encore de ne pas te toucher. » Torhala ne sourit pas, mais sa voix s'adoucit, comme si elle ne le voulait pas, mais que c'était plus fort qu'elle. Coton 34. Il la regarda plus attentivement, et une chaleur passa dans ses yeux, prudente, comme un premier feu dans une forêt humide. Il s'allongea à côté d'elle, pas trop près, mais de manière à ce que leurs épaules se touchent presque. Et Torhala comprit soudain qu'elle n'avait pas peur de cette proximité. Lorsqu'ils entrèrent à Ladoga, la ville les accueillit non pas avec des cris ou du silence, mais avec une attente. Les gens aimaient attendre l'erreur des autres. Sur le quai, certains s'arrêtèrent de travailler et les regardèrent. D'autres firent semblant d'être occupés. D'autres encore murmurèrent à leurs voisins des mots qui, la veille, auraient été une accusation, et qui aujourd'hui étaient devenus une question. De nouvelles rumeurs se propageaient dans les cours, mais elles ne sonnaient plus aussi assurées. Il y avait plus de prudence. Car les rumeurs s'enhardissent facilement quand le pouvoir les soutient et deviennent vite timides quand le pouvoir change. Torhala se dirigea directement vers le quai, sans faire de détour. Elle ne voulait pas rentrer de nouveau dans sa maison et voir le vide là où son père aurait dû être. Elle choisit l'endroit où pouvaient respirer les planches, les cordes, l'eau, le travail, tout ce qui maintient une ville à flot. Sur le quai se tenait un des hommes qui, la veille, hochait docilement la tête à Ratibor. Maintenant, ils regardaient Torhala différemment, pas tous avec respect, certains avec irritation, car ils aimaient vivre selon les directives des autres, certains avec espoir, car ils étaient fatigués d'avoir peur.
Et il y avait ceux qui la regardaient comme on regarde une personne forte, avec l'attente qu'elle trébuche, pour pouvoir alors dire que tout cela n'avait servi à rien. Torala monta sur le quai et s'arrêta là où l'on percevait habituellement les taxes. Elle ne fit pas de discours. Elle n'exigea pas de repentance. Elle dit simplement d'une voix égale, pour que ceux qui étaient proches l'entendent. Le quai fonctionnera selon les comptes et non selon les chuchotements. Celui qui paie selon l'ancienne coutume n'a rien à craindre. Celui qui a l'habitude de passer à côté devra apprendre à marcher droit. Ces mots sonnèrent simplement, mais c'est le simple que les gens retinrent. Car le simple est plus facile à répéter que le compliqué. Vestine se tenait un peu à l'écart, sans se cacher, ni se mettre les en avant. Il comprenait que ce qui importait maintenant n'était pas son nom, mais son droit, elle, de se tenir là. Et pourtant, la ville le voyait. Elle voyait que l'étranger était revenu non pas en catimini, mais aux côtés de la maîtresse du quai. Elle voyait qu'on ne le menait pas en laisse et qu'on ne le cachait pas dans l'ombre. Et cela mit beaucoup de gens mal à l'aise. Car il est inconfortable d'admettre que la haine d'hier n'était pas de la justice, mais de la paresse. Les jours suivants, Torala ne s'épargna pas. Elle examina les registres de son père, les compara avec ce que Ratibor avait laissé, et trouva des vides où avaient disparu l'argent et la vie des autres. Elle organisa le travail de manière à ce que chacun soit responsable de sa tâche et ne permit plus de prendre que La ville n'aimait pas le changement, mais le Koué aime l'ordre. Et bientôt, même les plus grincheux comprirent que lorsque les règles sont claires, la vie est plus facile. Vestan s'occupa de ce qu'il savait faire. Il répara les planches, renforça les pilotis, remplaça les poutres pourries, vérifia les cordages. Il travaillait non pas pour les louanges ou pour prouver quelque chose à la ville. Il travaillait parce que c'était sa place dans le nouvel ordre. Parfois, il levait les yeux et voyait Torala au bout du quai, une planchette à la main, et dans sa silhouette, il y avait la même chose qu'il avait vue en elle la première nuit, une honnêteté obstinée. Seulement, à cette honnêteté s'était ajoutée une tristesse. Et Vestine comprenait que cette tristesse ne pouvait être chassée par des mots. On ne pouvait que l'endurer à ses côtés. Un jour, alors que le vent était vif et que l'eau au bord de la glace bruissait comme si elle se disputait avec les planches, Torala s'approcha de Vestine. Il était en train d'enfoncer un coin dans une planche fissurée, et le coup de marteau résonnait dans l'air, sourd et assuré. « Que te 138 » dit-elle sans préambule. Côte 31. Il se redressa, posa le marteau, essuya ses mains sur ses gants, et la regarda comme s'il se demandait s'il pouvait dire la vérité à voix haute. Côte de 40, répondit-il simplement. Torala resta silencieuse. Le vent agitait ses cheveux, et un instant, elle se sentit très jeune et très fatiguée. Elle pensait qu'elle répondrait comme d'habitude, de manière piquante, pour ne pas laisser les mots pénétrer trop profondément. Mais au lieu de cela, elle tendit la main. Code 240 et 1, dit-elle doucement. Côte 242. Vestine ne s'avança pas brusquement. Il sembla demander une nouvelle fois la permission de ses yeux, bien qu'il l'eût déjà entendu. Puis il s'approcha et lui toucha le visage de sa paume. Torala ne s'écarta pas. Elle releva le menton, et dans ce mouvement, il y avait tout. Son caractère, sa douleur, son choix. Il l'embrassa dans le vent à la vue du quai. Pas à la hâte, ni pour se montrer, mais comme on appose sa signature sous une décision que l'on ne peut plus annuler. Les gens autour se turent. Certains se détournèrent, d'autres sourirent, d'autres encore froncèrent les sourcils. Mais personne ne cria, car le cri exige une certitude, et la certitude de la rumeur avait été retirée. Après cela, la vie dans la ville ne devint pas immédiatement facile.
Il y eut toujours ceux qui chuchotaient que Torala avait mal agi, voquel bâti coûte qu'une femme ne devrait pas. Mais les chuchotements ne pouvaient plus lui lier les mains. Son choix avait été fait ouvertement, et cela le rendait plus solide que n'importe quelle médisance. Et Vestein ne faisait pas de ce choix un étendard. Il était simplement là, travaillait, rentrait à la maison avec elle, apportant sur ses paumes l'odeur de la résine et du bois, comme on rapporte la vérité d'une journée vécue. Ils s'installèrent, non loin de l'ours et Yandeo. La maison n'était pas riche, mais elle était chaude. Vestein répara la porte pour qu'elle ne grince plus. Et un jour, Torala se surprit à se réveiller pour la première fois depuis longtemps, sans anxiété. Son passait parfois les voir le soir, apportant des herbes et un regard silencieux, qui contenait une approbation sans mièvrerie. Elle ne leur demandait pas s'ils étaient heureux. Elle le voyait à la façon dont Torala posait une tasse sur la table, non seulement pour elle, et à la façon dont Vestein lui retirait sa cape, si le vent était trop méchant, et le faisait sans un mot, comme si c'était ainsi que les choses devaient être.